Fond de Latte. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire maintenant est un tueur en série catégorie brute épaisse, incapable d'expliquer pourquoi il tue. Il tue parce qu'on a fait pipi sur le fauteuil de sa voiture, il tue parce qu'il ne supporte pas les aboiements d'un chien, il tue parce que ça l'énerve, il tue parce que c'est la bêtise humaine. Il s'appelle Louis Poisson et au début des années 2000, il a tué 4 femmes. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Le matin du mercredi 3 mai 2000, une jeune femme, appelons-la Caroline, va prendre son train gare Saint-Lazare à Paris. Le train de 8h17 pour Vernon dans l'Eure. Il faut pas qu'elle traîne parce qu'elle a rendez-vous à l'école de son fiston. Mais il y a du monde, c'est un jour de semaine, elle est pressée, trop pressée. Bref, elle se trompe de train. Ah mais tant pis, elle descendra à Mantes-la-Jolie et elle finira son trajet en bus. À son arrivée à Mantes-la-Jolie, elle est à l'arrêt de bus quand une voiture fait une marche arrière et s'arrête. Bonjour madame, vous avez l'air pressée. Oui, un peu, j'ai rendez-vous à Vernon à l'école de mon fils. Ah ben moi aussi, je vais par là. Je dois juste passer avant de déposer des cartons là où ce que je travaille. Et elle monte dans cette voiture. Dès qu'il commence à rouler, l'homme est bizarre. Il n'ouvre pas la bouche. Caroline essaye d'engager la conversation, d'échanger des banalités, quoi. Et lui, pas un mot. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais la dame est noire. Alors elle se dit qu'il ne lui parle pas, parce qu'elle est noire. Maintenant, la voiture quitte la Nationale 13 et s'arrête devant une ferme. Une ferme isolée qui a même l'air abandonnée. C'est un peu angoissant, mais ça doit être là qu'il travaille. L'homme descend, il fait le tour pour ouvrir le coffre, et soudain, le voilà qui ouvre la portière côté passager, et là c'est un autre homme. Il est hors de lui, il crie, il tremble, et il a un couteau dans la main. « Sortez, ou je vous bute !» Enfin, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Calmez-vous. Sortez ou je vous bute ! Alors elle sort, et là l'homme se jette sur elle, il lui attache les mains, et il l'oblige à le suivre dans une partie de la ferme qui semble en travaux. Direction le premier étage. Allez, montez ! Vite, vite, vite ! Mais qu'est-ce que vous voulez me faire ? Vous voulez me violer ? Vous voulez me tuer ? Vous allez voir ce que je veux vous faire. À l'étage, une pièce vide et sale, avec dans un coin un vieux matelas à même le sol. Il la jette sur le matelas, il la bâillonne et il la ligote solidement. Bon, maintenant tu vas rester toute seule, hein ? Moi je vais travailler, hein ? Je reviendrai pendant ma pause de midi. Et là, tu verras ce que je te ferai. Et il va travailler, tranquillement. Et Caroline est là, ligotée, terrorisée. Qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Par chance, ce matin-là, la propriétaire de la ferme, qui vient rarement, décide d'y faire un petit tour. Elle monte à l'étage, elle ouvre la porte et elle tombe sur Caroline, ligotée sur le lit. Heureusement, Louis, qu'elle emploie comme tailleur de pierre, est en bas dans son atelier. « Louis ! Louis, viens ! Il y a une femme ligotée sur le lit à l'étage. Viens vite !» La réponse de Louis la laisse sans voix. « Ah ouais, je sais, c'est moi qui l'ai mise là. Vous inquiétez pas, hein. Je vais la relâcher. » Et il ajoute, « Je vous en prie, madame, hein. Dites rien. » La suite est tout aussi surréaliste. C'est-à-dire qu'il retourne dans la chambre, et il détache Caroline, et il la raccompagne chez elle en voiture, tout en s'excusant du dérangement. « Mais vous avez l'habitude de faire ça ? » ?»« Oh non, je comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive. » Et pendant qu'il conduit, il a sa patronne au téléphone. «
Vous inquiétez pas. Hein. Ouais, j'ai retrouvé mon calme. D'accord, mais j'ai tout de même prévenu les gendarmes. Hein. Ils m'ont dit que vous deviez vous présenter à la brigade de Bonnières-sur-Seine. Vous y allez, hein, Louis? Vous y allez? Ouais. Ouais, madame, ouais. Je la dépose chez elle, la femme, là. Et j'y vais, c'est promis. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il dépose Caroline en bas de chez elle et qu'il se rend à la gendarmerie. Parce que sa patronne a prévenu les gendarmes qu'il avait enlevé une fille. Surréaliste. Le voilà donc qui sonne au portail de la gendarmerie de Bonnières-sur-Seine. Ouais, bonjour. Je suis le gars là qui a enlevé une jeune femme noire. Je crois que ma patronne vous a déjà prévenu. Oui, je vous ouvre. Entrez. Et face aux gendarmes, il faut donc qu'il s'explique. Bien, monsieur. D'abord, comment vous appelez-vous? Poisson. Louis Poisson. Bien. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez enlevée et séquestrée, cette jeune femme, monsieur? C'est que ma femme, elle garde une petite noire. Alors la gamine, elle a un caractère très difficile. Alors voilà, j'ai voulu me venger en enlevant une noire, quoi. Ce mec est starbé. Bref, Louis Poisson est déféré devant le procureur, qui l'envoie chez le juge d'instruction, qui le met en examen logique pour enlèvement suivi de séquestration. Ce soir, Louis Poisson va dormir en prison à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Le juge demande aux gendarmes de se rencarder sur ce Poisson si bizarre. Et ils découvrent qu'ils n'ont pas affaire à un enfant de cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà ce que j'ai pu trouver sur lui. Ce gars, c'est un récidiviste. Hein. Il y a 4 ans, il a enlevé 3 adolescentes autostoppeuses. Il les a séquestrées dans la même ferme. Et puis, ils ont réussi à s'échapper. Et il a été arrêté, il a été jugé, et il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Et donc, il est sorti il y a moins de 2 ans. Avant ça, en 83 et 85, dans la région de Strasbourg, il a commis une 12aine de viols et d'agressions sexuelles. Et pour ça, il a pris 15 ans de prison. Bon voilà, hein, c'est un sacré lascar hein, qu'on vient d'arrêter. Le récit de ces viols qui remontent à 1985 va vous donner une idée du bonhomme. Sa technique à l'époque, la voilà. Il se cache dans un parking souterrain et dans l'ombre, il attend sa victime. Quand une femme seule gare sa voiture, il surgit, il ouvre la portière passager et il s'installe à côté d'elle en la menaçant avec un revolver. Et là, il la viole dans la voiture et puis il disparaît. Il fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et puis un jour, il change de mode opératoire et c'est ce qui le perd. Il prend une jeune fille en stop, il s'arrête sur un chemin de terre isolé, il la viole et il la relâche. Et la gamine a noté son numéro d'immatriculation. Et voilà comment, à l'époque, Louis Poisson se fait pincer par les gendarmes. À l'époque, il est très jeune. Il a 22 ans. C'est un fan de musculation, c'est une force de la nature. Il rêvait d'être commando, mais l'armée n'a pas voulu de lui. À l'époque, ses copains le surnomment Rambo. Pour ses 12 viols et agressions sexuelles commis à Strasbourg, il est condamné par la cour d'assises à 15 ans de prison. Quand il découvre ce passé, 15 ans plus tard, alors qu'ils viennent d'arrêter Louis Poisson pour l'enlèvement de Caroline, les gendarmes tombent aussi, dans son dossier, sur une expertise psychiatrique terrifiante. Alors écoute ça, hein, le psychiatre lui parle de sa sœur, et tu sais comment Poisson en parle. Il dit « J'ai jamais pu blairer la grosse. Elle a toujours été con comme un manche à balai. » Et puis il dit aussi au psy « Si je suis énervé, je sais pas ce que je fais. Je tape dedans une vraie bête. » Écoute bien la conclusion du psychiatre. Poisson ne souffre d'aucune maladie mentale, il n'est pas fou, et aucun traitement thérapeutique n'est à envisager. Eh ben dis donc, il a été bien inspiré celui-là.
Et nous, on vient de choper un drôle de type. Hein. La petite Caroline, là. Elle a échappé belle, hein. Ah bah oui, tu l'as dit. Mais au vu de ce que tu racontes, ça fait 6 ans qu'il est sorti, c'est ça? À mon avis, il n'y a plus que Caroline. Hein. C'est pas possible qu'il ait rien fait pendant 6 ans, vu le profil. Faut absolument regarder si on peut pas lui coller d'autres dossiers. Et donc les gendarmes se mettent à chercher des affaires similaires dans toute la région. Et là, la section de recherche de Versailles leur signale un dossier qui peut coller. Écoute, on travaille là-dessus, ça fait quoi, à peu près 1 an? Le cadavre d'une dame âgée, hein, Madame Persson. Donc on l'a retrouvée à Saint-Cyr-en-Arty, et franchement, on a, 1 an plus tard, aucune piste. Donc si tu peux nous aider à avancer avec ton gars, là, Poisson, c'est ça? Eh ben on sera bien content. Saint-Cyr-en-Arty? Mais c'est à 10 kilomètres de la ferme où Caroline a été séquestrée. Ça vaut le coup de vérifier, non? Alors, laissez-moi vous raconter cette affaire qui remonte donc à septembre 1999. Charlotte Berson, qui a 79 ans et qui habite Passy-sur-Eure en Normandie, décide comme tous les jours d'aller faire une petite promenade. Et le soir, elle ne rentre pas. Ce sont des chasseurs qui retrouvent son corps 1 mois plus tard. Un corps humain, nu dans un état de décomposition avancée. On ne peut même pas dire si c'est un homme ou une femme. Ils appellent les gendarmes. Bon, si tu veux mon avis, cette femme, elle n'est pas morte ici. Hein. Moi, je pense que son corps a été transporté ici post-mortem. Parce que quand même, il faut bien connaître le coin pour arriver là. Alors, ils attaquent une enquête de voisinage, les maisons et les fermes alentours. Et ils interrogent plus de 100 personnes. Ça ne donne rien. Jusqu'à l'autopsie. Bon, d'abord, c'est une femme âgée, à mon avis, autour de 80 ans. Quelque chose qui puisse nous permettre de l'identifier, docteur? Oui, peut-être. Elle a été opérée au poignet et elle a une broche. Et sur la broche, il y a un numéro de série, donc ça devrait nous aider à l'identifier. Et c'est comme ça que les gendarmes identifient Charlotte Berson, 79 ans. Et là encore, le légiste apporte une aide précieuse. A priori, donc, elle est morte le jour de sa promenade. Hein. L'examen de son estomac nous montre qu'elle n'a pas digéré son dernier repas. Mais j'ai autre chose qui va sans doute vous intéresser. Ça concerne les insectes qui ont colonisé son corps. Ça n'est pas cohérent avec la date de sa disparition. Pas du tout. Et là, faut que tonton vous explique. Le médecin légiste évoque une science qu'on appelle l'entomologie médico-légale, c'est-à-dire l'observation des insectes qui se sont installés dans un cadavre pour le becquer, hein. Tout simplement. Les mouches, par exemple, elles pondent et leurs œufs éclosent le 1er jour. Le 2e jour apparaissent les larves. Le 4e jour, les larves font 1 mm. Le 5e, 4 mm. Le 6e jour, 7 mm, etc., etc. C'est comme ça qu'on sait depuis quand un cadavre est dans la nature. Et là, concernant la pauvre Charlotte Berson, il y a un problème. Vous me dites que cette dame a disparu le 3 septembre, c'est ça? Je vous ai dit tout à l'heure qu'au vu du contenu de son estomac, elle est morte le jour même. En revanche, vu le stade de développement des différentes larves, il y a un truc qui colle pas, parce que le corps n'était pas dans la forêt depuis le début. Hein. Il n'y est que depuis 15 jours, je suis formel. Et avant, il était où alors, docteur? Ailleurs, hein. Là où il n'y avait pas d'insectes. Mais ailleurs où? 1 an après, les gendarmes n'ont aucune piste. Et là, on les appelle pour leur dire qu'un certain Louis Poisson a été arrêté et qu'il pourrait être l'assassin. Pourquoi pas? Alors ils le font sortir de la prison de Bois d'Arcy, où il vient d'être incarcéré pour l'agression de Caroline. Et ils le placent en garde à vue. Bon, je vais vous montrer une photo, monsieur. Hein, vous allez me dire si vous reconnaissez cette dame. Montrez bien.
Oh non, non, je la connais pas. Monsieur, je vous conseille de parler parce que sinon je vais aller chercher votre compagne et je vais la placer en garde à vue. Oh bah non, elle a 6 enfants, ma compagne. Elle n'a pas besoin de ça. À vous de voir, monsieur. Bon, oh bah, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et là, il se met à table. Oui, il a croisé cette femme qui marchait sur la route et il s'est arrêté. Et je lui ai proposé de l'emmener là où qu'elle allait. Elle n'a pas voulu. Et comme je l'ai bloqué avec ma voiture, ben, elle s'est mis à me donner des coups sur le capot. Je n'étais pas trop content, quoi. Alors, je suis sorti de la voiture, je l'ai bousculée, elle est tombée. Ah ben, elle est morte, quoi. Enfin, je croyais qu'elle était morte. Mais quand je l'ai mise dans le coffre, elle s'est réveillée. Ces aveux, figurez-vous, ont été filmés à l'époque par une équipe de 7 à 8 de TF1 qui était là complètement par hasard. Écoutez comment Poisson raconte aux gendarmes comment finalement il a tué Madame Berson. Je l'ai amené à la voiture comme ça, j'ai montré pas grave, machin, et après je me suis mis derrière et clac, j'ai serré. Voilà. Ok. Voilà. Il a serré son cou avec son bras et ça a fait crac. Voilà. Et après, il est allé cacher son corps dans un fourré et il l'a arrosé avec de l'acide chlorhydrique. Et c'est ça qui a retardé l'arrivée des insectes. L'acide. Mais pourquoi, monsieur Poisson, est-ce que vous l'avez tuée, cette femme? Bah, elle ressemblait trop à la vieille. C'est pour ça, hein. La vieille, c'est sa mère. Et tout ça, il le raconte avec une froideur et un détachement stupéfiant. Le juge le met en examen pour meurtre en se disant « Il en a sous le pied. Il n'a pas tout dit. » Un gendarme le reconduit en prison et dans la voiture, il lui dit « Ça va mieux, Louis? T'es content, t'as soulagé ta conscience ?» Et Poisson répond « Bah, quelle conscience? Des cocos comme ça, heureusement, on n'en voit pas tous les jours. » Dans la foulée, les gendarmes cherchent donc à savoir s'il n'en a pas tué d'autres, dans la région. Janine et Monique Villain, par exemple. Leurs corps ont été brûlés tout près de la ferme où travaille Poisson. Alors ils appellent leurs collègues qui travaillent sur ce double meurtre. « Dis-moi, on a peut-être un gars là qui peut vous intéresser dans le dossier Villain. » Le dossier Villain, tu dis? Ah mais on a déjà un coupable dans cette affaire. Hein. C'est le fils de Janine Villain. Il a été mis en examen et tout, hein. Mais il reconnaît les faits? Non, mais tout se recoupe, hein. Eh ben, vous devriez quand même le voir, notre gars, là. Poisson. Bon, il le place en garde à vue, sans grande conviction. Et il avoue, le diable, c'est lui qui a tué Janine et Monique Villain. Bah, j'étais tranquille, en train de boire une mousse, là, et puis il y a un clébard qui a aboyé. Ça m'a énervé, hein. Alors j'ai cru que ça venait du cimetière pour les Kleps, là, qui est juste à côté. Alors j'y suis allé, pour le faire taire. Mais en vérité, ça venait pas de là. Mais moi, j'étais quand même énervé. Alors je me suis mis à casser les tombes des chiens, pour me calmer, quoi. Et là, il y avait 2 dames. Elles m'ont menacé d'appeler le gendarme. Oh, ça m'a mis dans une de ces colères. Normal, hein. Alors j'ai assommé la vieille. Et puis l'autre, la jeune, là, je l'ai attachée. Et je les ai mis dans le coffre. Et je suis allé jusqu'à un champ. Et là, pour vous dire, je me suis dit... bah, tu sors de prison, Louis, donc faut pas que tu déconnes. Alors j'ai ouvert le coffre et je leur ai dit... Je vous relâche, d'accord? Mais vous dites rien. Et il y en a une, elle m'a dit qu'il fallait pas que j'y compte. Elle m'a énervé, celle-là, là. Alors, je lui ai mis un sac plastique sur la tête, jusqu'à ce qu'elle bouge plus, quoi. Et puis l'autre, après, bah, je l'ai tapé avec un bâton. Et voilà, quoi. Et après, j'ai mis le feu. Voilà, quoi, c'est la bêtise humaine, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À ce stade, Louis Poisson a avoué 3 meurtres.
C'est un tueur en série. Et on peut penser qu'il n'a pas encore tout dit. Par exemple, on a retrouvé des bijoux chez lui. Oh, ça c'est rien, je les ai trouvés ces bijoux. Eh ben, on va vérifier, Louis. Parce que justement, une femme est portée disparue depuis l'année dernière. Elle s'appelle Madame Femme. Elle a 73 ans et elle est d'origine asiatique. Elle était dans une maison de retraite pas très loin de chez Poisson. Et un jour, elle est allée se promener. Et on ne l'a jamais revue. Est-ce qu'il ne l'a pas fait monter dans sa voiture, elle aussi? Les gendarmes vont montrer les bijoux retrouvés chez Poisson au personnel de la maison de retraite. Ah ben je le reconnais, moi, ce petit truc de pacotille. Elle le mettait tous les jours, Madame Femme. Retour de Poisson en garde à vue. Au début, comme d'habitude, il nie. Alors les gendarmes utilisent la même méthode que dans l'affaire Villain. Bon, Louis, si on n'avance pas là-dessus, toi et moi, bah, je vais être obligé de mettre ta compagne en garde à vue. Ah non, non. Elle a 6 gosses, elle a pour que ça à faire. Je vais vous raconter. Et de 4, il raconte qu'elle marchait sur le bord de la route, qui s'est arrêtée, qui lui a proposé de l'avancer, et qu'elle a accepté. Et là, la vieille, elle me dit, j'ai un besoin pressant, faut vous arrêter. Je me suis dit, manquerait plus qu'elle pisse dans ma voiture, la vieille. Donc là, elle est descendue. Il y avait une tache sur le fauteuil, putain. Elle avait pas su se retenir, la conne. Ça m'a mis dans une de ses colères. Alors je l'ai poussée. Et puis sa tête, elle est tombée sur un rebord, et puis je l'ai mis dans le coffre. Elle était vivante, hein. Quand je suis arrivé à la ferme, j'ai dit, regarde ce que t'as fait. Et là, elle m'a dit, pas grave, pas grave. Elle est gentille. Alors je lui ai serré le cou, et clac, clac. Pour Charlotte Berson, c'était crac. Le résultat est le même. Il en a tué 4. Et vous sauriez me dire où vous avez mis le corps, monsieur Poisson? Oh ben, ouais, je l'ai enterré à la ferme. Vous pouvez nous montrer où exactement? Oh ben oui, sans aucun problème. Eh ben, on y va. Dans la voiture, les gendarmes lui disent, c'est juste parce qu'elle a pissé dans ta voiture. C'est ça qui t'a mis en colère. Ouais, je sais, j'ai déconné. Hein. J'ai déconné, c'est tout. Hein. Tout ça pour 2 gouttes dans une voiture, ça. Ça aurait pas dû en arriver là. Ça valait pas la peine. On arrivait là pour ça. Ah, donc il a une conscience. Avant d'aller assister au procès de Louis Poisson, je voudrais vous faire écouter ce qu'il a dit à Michel Fine, la journaliste de 7 à 8, quand il a avoué avoir tué Charlotte Berson devant sa caméra. Il s'est énervé, il s'est emporté autant pour ça, ça n'en valait vraiment pas la peine. Et on est arrivé surtout là pour ça. Et vous savez pourquoi vous le faites? Non, ça reste à ce moment-là comme ça, c'est tout. Faut pas l'expliquer. Elle avait un petit air de ressemblance avec ce que j'appelle ma mère. Bon, mais c'est pas... Moi, j'appelle pas ça ma mère, mais bon. Vous avez un problème avec vos parents? Oh oui, un gros même. Si j'en ai rien à secouer. Honnêtement, avec ma frangine, on s'est promis que le jour où il y en a un qui meurt, on s'achète des modèles de champagne, on la boit sur leur tombe. On va vous dire à quel point c'en est. Donc j'en ai rien à secouer. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, vos parents? Ouais, le vieux, il tapait tout le temps, c'est tout, pour un oui, pour un non. Et la vieille, elle disait rien. Elle laissait faire. C'est tout. Et vous avez l'impression que cette enfance-là, elle a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui, coup de colère, ça vient de là. À mon avis, ça vient de là. Si vieux n'avait pas tapé pour un oui ou pour un non, j'aurais peut-être eu une autre vie. C'est tout. Et vous avez des remords? Oui, c'est sûr, parce que je sais que j'aurais jamais dû arriver à ce point-là. À ce moment-là, je réfléchis pas à ce moment-là. Et vous pensez que vous êtes dangereux? On pourra penser ce qu'on veut. Ça n'a jamais dû arriver. C'est par bêtise humaine. Là, c'est ma bêtise à moi qui a pris le dessus, c'est tout. Incroyable confession d'un tueur en série. Louis Poisson est d'abord jugé en septembre 2002 devant les assises de l'Eure pour le double meurtre de Janine et Monique Villain. Le premier jour est consacré à l'étude de sa personnalité.
Et Chantal, sa compagne, vient à la barre tenter de sauver ce qui lui reste d'humanité. Oh ben, à la maison, Louis, il est doux, hein. Il est attentionné. Il offre des fleurs. Il fait de la peinture. Et puis il montre beaucoup d'affection aux enfants. Et puis, ils partent en vacances avec lui, quoi. Et tout ça. Peut-être. Mais il n'a pas un mot pour la famille de Janine et Monique. Pas un mot. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Trois ans plus tard, Louis Poirson comparaît devant la cour d'assises de Versailles pour les meurtres de Madame Berson, de Madame Femme et pour l'agression à la séquestration de Caroline. On attend beaucoup des psychiatres. Ils viennent dire à la barre qu'il est irrécupérable, que ses chances de réinsertion sont proches de zéro. Et Poirson reprend perpète avec une peine de sûreté de 22 ans. En a-t-il tué d'autres? Les gendarmes ont retrouvé chez lui la photo d'une dame âgée, nue, dans un bois, effrayée. Cette photo, il leur a dit qu'il l'avait trouvée. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Cette histoire absolument incroyable, nous allons la débriefer maintenant avec vous, Général Philippe Schneider. À l'époque, vous étiez commandant de la section de recherche de Versailles avec le grade seulement de colonel. Vous avez accepté, quand on vous a appelé, de revenir sur cette affaire 20 ans après, alors que depuis, vous avez dû en voir quand même des meurtriers. C'est que Poirson vous a laissé un souvenir particulier? Oui, parce qu'en fait, le tueur en série, c'est quand même pas ce qu'on voit le plus fréquemment dans les unités judiciaires. Quand on a affaire à un meurtre, je dirais, me permettrait de dire classique, quand on fait l'environnement familial, l'environnement professionnel ou le voisinage, on arrive toujours à trouver l'auteur des faits, parce qu'il y a toujours un lien. Et quand on a affaire à des tueurs en série, il n'y a aucun lien entre l'individu, enfin l'assassin, je dirais, et ses victimes. Donc ça, c'est très particulier. Et ça a nécessité un travail d'enquête très long, grâce d'ailleurs à la perspicacité de deux enquêteurs qui travaillaient beaucoup dessus, c'est Thierry Aspinori et Daniel Roussette. Et grâce à eux, on a pu solutionner toutes les affaires que vous venez de citer. La scène filmée par Michel Fine, journaliste à TF1, au moment où Poirson avoue le meurtre de Charlotte Berson. Elle est stupéfiante. Vous êtes présent, vous, à ce moment-là? Oui, tout à fait. J'étais tout le temps avec Michel Fine, donc effectivement, oui, j'étais présent. Mais ça faisait déjà un petit moment. Je veux dire que vous savez, au moment où il parle, ça fait quand même des heures et des heures que nous sommes ensemble. Hein. Oui. Donc, on voyait bien que cet individu, on voyait le côté insensible et détaché de tout ce qu'il pouvait avoir fait, quoi. Et quand Michel Fine a pu prendre cette audition, on va le prendre comme ça, on était autour d'elle évidemment, parce que c'était une femme, que pensait Poirson, que pouvait-il faire? Il était attaché évidemment, mais enfin c'était quand même très inquiétant. Et d'ailleurs il y a une scène que j'ai pas retenue, que vous pouvez peut-être nous raconter. Il est effectivement attaché par une menotte à un plot en béton, comme ça se fait souvent. Oui, tout à fait. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe au moment de signer le procès-verbal? Ça montre la force de Poirson, parce que c'est ce genre d'individu dangereux. Quand il est en audition, en garde à vue, il est menotté d'une main et on attache l'autre bout de la menotte à un plot en béton qui doit peser 50 kilos. Et quand on lui a demandé de venir jusqu'au bureau pour signer le procès-verbal, ce qui se fait à chaque fois, il s'est pas posé de questions, il a attrapé le plot d'une main, il s'est déplacé jusqu'au bureau. C'est-à-dire que d'une seule main, il levait le plot de 50 kilos. Ça vous donne une idée de la force physique de cet individu face à des dames qui avaient 80, 73 ou 67 ans, quoi. Ouais, physiquement, il est monstrueux, quoi. Il n'est pas aussi impressionnant qu'on peut l'imaginer quand on le décrit comme ça, mais enfin, on voit que c'est insolite, quand même. Hein. Alors, il est froid quand il parle, il n'exprime aucun remords, c'est marquant, ça. Tout à fait, c'est vraiment l'insensibilité totale, il est détaché. En fait, il commet des bêtises.
Le meurtre, pour lui, tuer quelqu'un, c'est une bêtise. Et puis c'est terminé. Une fois qu'il a expliqué qu'il en a tué une, on passe à autre chose. Et puis la vie continue. Il retourne chez sa compagne, lui faire le petit déjeuner au lit, lui acheter des fleurs le dimanche quand il va au marché, faire des jouets avec les gosses, etc. Et puis le coup suivant, il retrouve une personne âgée qu'il a tuée également. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette partie de l'interview de Michel Fine dans laquelle il incrimine ses parents ? Il raconte que son père le battait, que sa mère ne disait rien, et il dit que c'est à l'origine de tout. Alors, il ne s'agit pas de s'apitoyer, hein, bien sûr, mais on comprend un peu comment s'est construit le psychopathe qu'il est, quoi. Oui, en fait, il faut quand même, on est quand même pas sûr de tout, parce que, par exemple, quand il nous explique qu'en fait, il a tué Madame Berson parce qu'elle ressemblait à sa mère, quand on voit la photo de sa mère ne ressemble pas du tout à Madame Berson. D'accord. Oui. Alors après, qu'il ait eu une enfance avec un père violent et une mère passive, ça c'est vrai. Mais selon les enquêtes qui ont été faites ensuite dans le cadre du travail d'instruction des juges, on n'arrive pas à quelque chose d'extraordinaire. Qu'il n'ait pas une enfance heureuse, on est d'accord. Ouais. Enfin, si tous les gens qui ont eu une enfance un peu malheureuse ou malheureuse s'en mettaient à tuer les personnes âgées sur le bord des routes, on n'aurait pas fini quand même. Le bonhomme est bas de plafond, comme on dit ? Il est bête ? Je dirais qu'il n'est pas très fin. Voilà, ouais. Bête, il n'est pas si bête que ça, parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'était organisé. C'est jamais fortuit. Je veux dire, il n'a pas découvert des gens par hasard et tué par hasard. Il a organisé j'allais dire l'enlèvement, le fait que les gens montent. Il a organisé le meurtre. Il a organisé les tentatives de disparition des corps. Ça montre quand même qu'il réfléchissait un peu et qu'il connaissait, je dirais, le travail du tueur en série normal, quoi. D'après ce que vous avez pu établir, quand il prend la voiture le jour où il enlève ses femmes et qu'il les tue ensuite, il a pour projet de les tuer, ou cette rencontre est fortuite, c'est le fruit du hasard? Écoutez, ça c'est difficile à dire. Je pense que dans l'affaire des dames vilains, c'est le fruit du hasard. Hein. Il est au cimetière des Chiens de Douin, il casse la cabane du gardien, elles sont là, elles le menacent. Bon, mais en revanche, quand il fait monter Madame Berson ou Madame Femme dans sa voiture, pourquoi quoi? Je veux dire, est-ce qu'il les a repérées avant ou est-ce que c'est une rencontre fortuite? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il s'arrête pour faire monter des gens qui lui ont rien demandé dans leur voiture. Et toujours des personnes âgées, quoi. Parce que ça, c'est assez étonnant. Quand on regarde son parcours depuis son adolescence jusqu'à son dernier meurtre, au début, il viole des jeunes. Et à la fin, il tue des vieilles. Quel lien est-ce que vous faites entre tout ça ? On n'en fait pas. En fait, on n'en fait pas, si ce n'est qu'il monte crescendo dans la délinquance. Alors, parce que Caroline, finalement, c'est un miracle qu'elle soit vivante. Oui. Parce que on peut penser, c'est d'ailleurs ce qui nous a mis sur sa piste, parce qu'on peut penser qu'après, tu vas voir ce que je vais te faire. Après, il l'aurait certainement pas laissé en liberté. Donc c'est là qu'on s'est dit, après les viols, on arrive sur un possible meurtrier, et en travaillant sur les autres dossiers, on est arrivé sur ces meurtres de femmes âgées. Alors pourquoi des femmes âgées ? Est-ce que parce qu'elles sont peut-être physiquement moins solides que des jeunes qui se battraient un peu plus? Est-ce qu'il a été parce qu'il a quand même, quand il a séquestré 3 jeunes filles, elle s'était sauvée. Quand il en a violé une à Strasbourg, elle a réussi à prendre son numéro d'immatriculation. Prendre des personnes âgées, c'était peut-être moins risqué pour lui. Mais surtout qu'on comprend pas pourquoi aller les tuer, quoi. Parce qu'il tue sa mère, on en revient à ça, mais vous n'y croyez pas beaucoup. Je dis pas que j'y crois pas, qu'il déteste ses parents, ça c'est fort crédible. Mais le fait que Mme Berson ressemble à sa mère, ça c'est faux. Alors la technique d'interrogatoire, par 2 fois vous utilisez la même méthode, et je voudrais savoir comment, au fond, vous avez déterminé que c'était la bonne. C'est-à-dire que vous menacez de placer sa compagne en garde à vue. Le plus difficile, c'est déjà d'essayer de savoir ce qui peut toucher le gardé à vue qu'on a en face de lui. On s'est rapidement rendu compte que les relations, qu'il avait avec sa compagne du moment étaient excellentes. La compagne, on la connaissait puisqu'on avait été perquisitionné chez cette dame, puisque c'est là que Poisson habitait. Et on avait bien vu qu'il y avait entre eux je veux dire pas une connivence, mais véritablement peut-être pas de l'amour. Non, je sais pas, parce que c'est quand même une dame qui avait 14 ans de plus que lui. Donc peut-être plus une relation fils, mère, Mais en tout état de cause, c'est très clair qu'il la respectait et qu'il avait en tout cas beaucoup d'attention pour elle. Et on savait aussi qu'il avait à chaque fois, puisque ça c'est dans l'enquête et qu'on l'a eu, il utilisait la voiture de cette dame autant pour Madame Berson que pour Madame Femme.
Donc, à l'époque, on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui en matière d'ADN aussi développé, etc. Mais on pouvait quand même trouver des traces dans ces voitures. Mhm. Et donc, en lui disant tout simplement que on allait être obligé de voir ce qu'il y avait dans la voiture et que si on trouvait quelque chose, eh bien, sa compagne allait avoir quelques soucis. Alors, ça a marché pour Madame Berson. Il est évident qu'on a retenté pour Madame Femme. Il est comment en interrogatoire, passé le moment où il nie, à partir du moment où il a avoué, il est, comme on dit dans votre langage, compliant? Je dirais déjà qu'il est toujours très calme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a l'impression aussi que ça lui plaît de voir des gens qui s'intéressent à lui. Ah. C'est peut-être la première fois que ça lui arrive, j'en sais rien, mais en tout cas, on a ce sentiment, il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Et puis, une fois qu'il commence à parler, il reconnaît les faits dès qu'on lui apporte des éléments. Si on n'apporte pas d'éléments, il n'y aura rien. Et il le dit d'ailleurs. Dans le langage, il dit, si tu as des billes, je te dirai, si tu n'as pas de billes, c'est même pas la peine. Mais on voit quand même, à la fois dans l'interview et dans les procès-verbaux, on voit qu'il est quand même capable de regret. Alors, j'ai dit qu'au procès, il n'en manifestait aucun. Mais est-ce que devant vous, il manifeste des regrets? Parce qu'il y a ce moment où il dit c'est la bêtise humaine, ce qui est une manière de dire ça méritait pas ça, quoi. Oui, enfin, il manifeste beaucoup de regrets pour lui. Hein. D'accord. Il s'apitoie sur son sort, c'est sa bêtise humaine, ça aurait pas dû être comme ça, c'est de la faute de ses parents qui l'ont maltraité petit, c'est toujours lui. Mais les victimes, il en parle peu, une fois qu'il les a, comme vous disiez tout à l'heure, crac ou clac, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Alors après ces aveux dans l'affaire Charlotte Berson, il vous paraît clair et absolument certain qu'il en a tué d'autres? Oui, enfin, Berson, on est venu sur Madame Berson. D'abord, il faut quand même savoir qu'il y a eu un miracle, à mon avis. Quand son employeur va le chercher parce qu'elle a trouvé Caroline Ligoté, elle n'imagine pas un instant que c'est son employé qui a fait le travail. Quoi. Ouais. Et là, je suis toujours surpris qu'il les ait pas tués toutes les deux. L'employeur aussi, vous voulez dire? Eh ben oui. Et oui, c'était le meilleur moyen de faire disparaître toutes les preuves. Oui. Donc là, il y a un miracle. Ensuite, on s'intéresse à Mme Berson justement parce que, comme on se doutait que Caroline avait peu de chances de vivre si elle n'avait pas été découverte par l'employeur, la chambre, enfin la pièce qui était aménagée où il avait mis Caroline nous intéressait, ça pouvait être l'endroit où on avait stocké le corps pendant 15 jours, puisque nous ne pensions pas à l'acide. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on est venu sur lui. Et puis le travail qui a été fait après on a fait évidemment un environnement de toutes les disparitions, les morts, anormales du secteur. C'est comme ça qu'on est venu sur les dames Villain. Et puis les bijoux qu'on avait trouvés lors de la première perquisition dans l'affaire Berson chez sa compagne nous ont permis de revenir sur Madame Femme. Ça a été le quatrième meurtre. Et on est absolument persuadé qu'il en a fait d'autres. Comme vous disiez tout à l'heure, on a une photo qui est terrible, d'une dame âgée terrorisée, nue dans un bois. Et on n'a jamais réussi à identifier cette dame malgré toutes nos recherches, à la fois locales, bien sûr, mais également sur la région de Strasbourg et même l'Allemagne. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Et quand dans une affaire de meurtre, quand on ne sait pas identifier la victime, on ne sait pas par où commencer l'enquête. Je fais une toute petite marche arrière, mais je me mets à la place des auditeurs, et moi-même, je suis un peu surpris. Vous avez donc le corps, enfin le légiste a le corps de cette femme. Il est capable de dire tout un tas de choses sur elle. Il est très intelligent sur l'entomologie médico-légale, mais à aucun moment il n'identifie de l'acide sur ce corps. Non. Le corps est resté 15 jours à l'extérieur. Il restait un mois à l'extérieur. 15 jours, il a mis l'acide le jour même où il a déposé le corps. Et ensuite, il y a toutes les intempéries, les animaux, etc. Et puis, il cherchait pas non plus. Je pense que le problème des médecins légistes ou des chimistes, on leur dit, est-ce que vous pouvez trouver ce genre de produit? Sinon, il y a des milliers de produits à chercher. Oui, ils n'ont pas fait l'inverse. Alors, il est condamné, donc il est arrêté en 2000, Poisson, il est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Il est libérable à partir de mai 2022. Est-ce qu'il vous paraît, vous qui l'avez eu en garde à vue, face à vous, pensable que ce type, qui a 60 balais aujourd'hui, sorte? Écoutez, à titre personnel, j'espère que non.
Maintenant, ça relève uniquement des décisions des magistrats. Et puis après, avis des psychiatres, évidemment. Non, à 60 ans, il est encore, enfin, à mon avis, il est encore dans la force de l'âge, parce que c'est un type qui faisait quand même beaucoup de musculation, et je pense qu'après, en prison, il a dû continuer à faire une activité physique. Et si les psychiatres considèrent qu'il est toujours dangereux, ben évidemment, il faut absolument qu'il reste en prison. Je vous remercie infiniment. C'est toujours passionnant de discuter avec un directeur d'enquête, en l'occurrence aujourd'hui le général Philippe Schneider, qui commandait à l'époque en tant que colonel la section de recherche de la gendarmerie de Versailles.